Bonjour à tous et à toutes. Je suis Kossi Balaro, le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales qui organise cette conférence virtuelle. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Une journée au cours de laquelle les femmes sont à l'agenda partout. On leur consacre des émissions, des débats, des tables rondes, des interviews, des colloques et des conférences. C'est donc une journée au cours de laquelle on remet au devant de la scène les causes de la gente féminine. Une journée qui permet de faire le bilan, de retracer le chemin parcouru dans la lutte pour l'égalité, le chemin parcouru dans le combat contre les discriminations, les violences, les harcèlements dont sont victimes les femmes. Ces défis sont connus, on en parle d'année en année. Mais en 2022, qu'est-ce qui a véritablement changé? Que fait-on pour améliorer la condition des femmes? Faut-il attendre uniquement le 8 mars pour discuter des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes? Pourtant, ces inégalités sont visibles partout, même dans les médias, où les femmes sont sous-représentées. Elles sont précarisées dans la profession et peu d'entre elles accèdent à des postes de responsabilité. Le métier se féminise, mais les clivages perdurent. Elles n'ont pas souvent le même salaire que leur père masculin. Les femmes journalistes subissent des injustices au sein des rédactions et même lors des reportages. Une journaliste a été refoulée à l'entrée d'un palais de justice tout simplement parce qu'elle portait un pantalon. Elle m'a confié que le lendemain, ce fut le tour de l'une de ses collègues de se voir interdire l'entrée du même palais. Pourquoi les femmes sont-elles confrontées à autant de difficultés comparées à leur père masculin? Quelles mesures faut-il prendre pour permettre aux femmes d'obtenir les mêmes chances que les hommes et de pouvoir mener une longue carrière en journalisme tout en s'occupant de leur projet familial, de leur rôle de mère et de mère de famille, d'épouse et de mère de famille? Comment faire entendre leur voix? Nous en discutons au cours de cette conférence virtuelle qui réunit 8 femmes journalistes. Ces femmes vont parler d'elles-mêmes. Elles s'emparent d'un sujet qui les concerne en tant que femmes et journalistes. Elles viennent des pays tels que le Madagascar, les Comores, la République démocratique du Congo, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la France. Nous accueillons la journaliste Annie Adriana Bonirina. Elle est présidente de l'Association des femmes journalistes de Madagascar. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Comment vous allez? Kossi. Ça va, ça va. J'espère avoir bien prononcé le nom. C'est un massacre. La seconde panéliste, c'est Delphine Bousquet. Elle est journaliste française, pigiste pour plusieurs médias et enseignante à l'École supérieure de journalisme de Lille. Bonjour Delphine. Bonjour Kossi, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et installée au Bénin. Ouais, et installée au Bénin. Précision utile. Ça fait plaisir de vous avoir. Nous avons aussi avec nous Ayat Abdou, qui est journaliste d'investigation comorienne. Bonjour Ayat. Bonjour Kossi, bonjour à toutes. Je suis contente d'être là. Très contente de t'avoir aussi et d'écouter la situation des femmes journalistes au Comores. Nous avons également la panéliste Charlotte Cyprienne Ezebada. Elle est journaliste béninoise, elle est fondatrice et présidente de Women and Power Association. Bonjour Charlotte. Bonsoir Kossi, j'espère que tu vas bien et je dis bonsoir à toutes les braves dames qui sont avec nous. C'est un plaisir de prendre part à ce panel. Nous avons, comme je l'avais annoncé dans l'introduction, 8 panélistes, mais là devant mon écran G4, nous allons commencer dans l'attente que les autres puissent nous rejoindre. Delphine, avez-vous remarqué que le 8 mars, c'est la seule journée où on parle autant de femmes? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre uniquement le 8 mars pour ne parler que des problèmes rencontrés par les femmes journalistes? Non, il faut pas attendre le 8 mars pour parler des femmes. Bon, en l'occurrence, si c'est pour parler des femmes journalistes, pourquoi pas. Voilà, mettre en lumière cette profession, les changements auxquels on est confronté, les difficultés aussi. Voilà, mais il ne faut pas attendre le 8 mars pour parler des femmes. Et je pense que c'est très important en tant que journaliste femme de jouer ce rôle aussi dans les reportages que l'on fait, dans les productions ou dans les interviews,
de penser à la représentativité des femmes. Voilà. Donc, on a un rôle à jouer pour que le 8 mars, ce ne soit pas le seul jour où on mette les femmes en avant. Ayat, ma question pour vous, c'est de savoir à quelles difficultés majeures avez-vous été confrontée en tant que femme journaliste? Alors, j'ai été confrontée à plusieurs difficultés, hein. Par exemple, quand on va en conférence de presse et que vous voulez à tout prix poser votre question et qu'on vous dit non, vous n'allez pas commencer, vous êtes une femme, ou qu'on vous dit aussi que vous n'allez pas nous faire perdre, une femme ne va pas nous faire perdre notre temps, ou encore quand on renvoie du palais de justice parce que je porte juste un pantalon. Ben, c'est tout bonnement incroyable aujourd'hui qu'on fasse encore ce genre de choses, quoi. Là, c'est les choses les plus basiques, c'est les droits les plus élémentaires qu'on nous refuse. Donc, voilà. Et vous, Annie, en tant que présidente d'une association de femmes journalistes, je suis convaincu que des femmes viennent avec vous avec des problèmes, des difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain. Quelle est la réalité actuellement chez vous à Madagascar, des problèmes que rencontrent principalement les femmes journalistes? Bonjour tout le monde, bonjour aussi aux auditeurs qui nous suivent. Nous, on vient de faire la fête là, les femmes journalistes, un peu plus loin de la ville. On a pris cette habitude pour le 8 mars de faire la fête et il y en a qui travaillent. Mais nous, aujourd'hui, on a été une cinquantaine qui était là. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'Association des femmes journalistes est une des premières associations qui fonctionne très bien à Madagascar. On a une voix unie et surtout, quand on veut quelque chose, on peut dire que ce que femme veut, Dieu veut. Pour les problèmes que les femmes rencontrent, évidemment, il y en a partout, comme chez vous, au Comores, au Mali ou au Bénin. Mais nous, en fait, on a cet avantage-là d'être associés dans l'association des femmes journalistes. Et on peut dire tout de suite, stop, c'est quelque chose qui ne va pas. J'ai été personnellement victime de ce cas, par exemple, quand une ancienne journaliste a acclamé, ancienne je dis, hein, a acclamé sur toutes les ondes comme quoi j'étais malade alors que c'était vraiment confidentiel. Et c'est l'association qui a pris la parole pour vraiment la contrer directement partout. Et voilà, et je pense qu'on a une des plus belles associations de Madagascar qui fonctionne très bien. L'association regroupe combien de femmes journalistes? Officiellement, on a distribué 300 cartes de femmes journalistes. Dans le groupe Femmes journalistes de Madagascar, nous sommes 533. Et sur les listes de l'Ordre des journalistes de Madagascar, c'est un peu moins parce qu'il y en a qui ne se sont pas inscrits peut-être sur la liste de l'Ordre des journalistes. Mais dans le groupe des femmes journalistes, c'est 533 plus 300 qui ont fait la demande de carte de journaliste avec nous. Du coup, à Madagascar, peut-on dire que les femmes sont assez représentées au sein des rédactions? Est-ce que c'est une réalité à Madagascar? Oui, c'est ça. Lors du président d'avant, de l'Ordre des journalistes, c'est lui qui avait déclaré que les femmes sont plus que les hommes. On est plus que les hommes signalés dans l'Ordre des journalistes. Et là où j'avais travaillé auparavant, chez Midi Madagascar, par exemple, il y avait presque une égalité de nombre de femmes. Il y a des femmes chefs aussi. J'avais vraiment la chance d'avoir une DG, directrice générale, qui était une femme, et la PDG qui était une femme aussi. Donc, ça a vraiment donné une dynamique à toute l'équipe. Mais nous, en fait, on n'est pas vraiment des activistes à 100%, la femme avant. Mais nous, on démontre, à Madagascar, on démontre qu'on est capable vraiment de faire ce métier, qu'on peut le faire, qu'on peut faire des montages vidéo, qu'on peut faire des montages audio comme les hommes. On n'a même pas besoin de le démontrer, ça se fait automatiquement. Et ça se voit par le travail bien fait. Charlotte, vous venez d'écouter Annie qui a un peu présenté la situation à Madagascar. Elle est bien différente de ce qui se passe au Bénin, n'est-ce pas? C'est sûr que la situation à Madagascar
Charlotte, vous m'entendez? Je n'entends pas Charlotte. Je Plutôt n'entends moi non plus. une journée dédiée pour faire un bilan de l'évolution de la lutte pour les droits des femmes. Et je dirais encore que chaque jour, on travaille et on mène des actions pour que ces droits-là soient acquis un peu plus au jour le jour. Alors, la situation au sein du quatrième pouvoir, la femme n'est pas assez représentée au Bénin. C'est vrai que ces derniers mois et ces dernières années, il y a une évolution considérable parce qu'il y a beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de femmes qui font le pas d'insérer. Mais qu'en est-il de celles qui sont dans le milieu? Les discriminations persistent et ça commence déjà par voir quels sont les genres de sujets, de rubriques qu'on accorde à ces femmes-là. Les rubriques d'éducation, les rubriques sociales, pas de rubriques politiques, pas de rubriques scientifiques. Et je dirais à ces femmes-là également qu'on ne peut pas attendre qu'on nous donne une rubrique, mais il faut travailler, s'affirmer, montrer sa position et montrer sa particularité. Donc, la situation, elle n'est pas identique comme Madagascar au Bénin, mais il y a une évolution et c'est le combat de chaque jour, de chaque femme qui va amener à avoir la solution. Et en tant que femme journaliste au Bénin, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières en fait, vous par exemple, Alors, au sein de la rédaction où vous avez travaillé sur le terrain de reportage? Difficultés particulières, je dirais non. J'en ai entendu avec des femmes qui étaient venues se confier à moi parce que déjà, depuis moi, ma formation, je m'étais positionnée au début chroniqueuse politique. Donc, les responsables m'avaient très tôt identifiée, m'avaient mis dans les émissions de débat politique. Chez nous, on parlait d'actualité au quotidien. Donc, très tôt, j'avais une posture et ce qui m'a permis en 2019-2020 d'être nommée chef division sciences à Radio Univers. Donc, depuis le début, j'avais une position qui montrait ma spécialité et qui montrait ce que je faisais. Donc, forcément, je n'ai pas subi de façon particulière cette discrimination-là. Mais il y avait des témoignages il y a des choses que je dois donner avant qu'on ne me programme à l'antenne. Il y a des choses que je dois faire, des gens que je dois voir d'abord avant qu'on ne me programme pour des reportages, des choses qui ne manquent pas dans une rédaction. Delphine, est-ce qu'on a l'impression que les femmes dénoncent assez cette inégalité dans les médias? Alors, les inégalités auxquelles elles sont soumises elles-mêmes, journalistes? Oui, bien sûr. Alors, je vais répondre sur les deux tableaux parce que bon, je vis au Bénin, mais j'ai aussi voilà, un pied, on va dire un pied en France, un pied au Bénin. Pour le Bénin, je pense que beaucoup d'entre nous, journalistes femmes, avons entendu parler de Angela Kpeja, journaliste à la télévision nationale. C'était en 2020, je pense, enfin voilà, qui a, dans un post Facebook, dénoncé le harcèlement dont elle était victime en milieu du travail. Voilà. Donc, ça a été un cataclysme au Bénin, parce que c'est voilà, une journaliste connue qui est à la télévision nationale. À la suite de sa dénonciation, il y a une autre jeune journaliste qui a emboîté le pas pour dire qu'elle aussi, elle avait connu du harcèlement au milieu du travail. Voilà. Donc, il y a eu ce moment-là avec ces deux femmes qui ont osé prendre la parole. Je pense que ça continue, ça ne suffit pas. Il n'y a pas eu quelque chose comme un mouvement MeToo au Bénin. J'ai vu Angela Kpeja il n'y a pas très longtemps, on en a discuté. Voilà, ça reste un épiphénomène. Voilà. Pour la France, il y a, la situation est la même, mais il y a beaucoup de femmes journalistes qui l'ont dénoncé. Bon, il y a tous les mouvements MeToo, etc. Mais il y a des journalistes qui l'ont dénoncé. Il y a une journaliste qui s'appelle Marie Portolano, qui travaille dans le sport, voilà, qui est journaliste sportive, et qui a fait un documentaire justement sur
ce que les femmes qui travaillent dans les chaînes de télévision sportives ou qui sont spécialisées dans le sport, voilà les choses qu'elles subissent au quotidien, parce que le sport, dans certains cas, reste un univers machiste. Voilà. Et il y a pourtant de plus en plus de journalistes femmes sur les chaînes sportives, sur les bords des terrains, pour interviewer les sportifs. Voilà. Donc, il y a en France, dans la foulée de tous les mouvements MeToo, de dénonciation, de harcèlement et plus gravement des violences faites aux femmes, de plus en plus de journalistes femmes qui dénoncent ces situations. Voilà. Donc, c'est un peu différent entre le Bénin et la France, mais au Bénin, il y a quand même eu une prise de parole de 2 femmes qui étaient particulièrement courageuses. Kossi, ton micro est fermé, du coup, on ne te Oui. reçoit pas. Ah là On là. n'entend plus. Voilà. Voilà. Ayat, pour vous, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est dur d'être femme et journaliste? Ayat, le micro n'est pas activé. Je pose la question aussi à vous, hein, Delphine. Est-ce que c'est dur d'être femme et journaliste? Bon, moi, je n'ai jamais trouvé ça dur. Moi, alors, tu as parlé tout à l'heure de longue expérience. Je suis journaliste depuis 23 ans, donc j'ai une petite ancienneté quand même dans la profession. C'est dur d'être femme et journaliste. Je pense que... Ayat est en train. Oui. Je continue? Pardon. Voilà, donc j'ai à la fois une expérience, donc ça fait 23 ans que je suis journaliste, j'ai 10 ans d'expérience en France, 13 au Bénin. Que ce soit en France ou au Bénin, en France, j'ai travaillé dans des médias différents et notamment dans une chaîne d'information sportive. J'ai jamais trouvé ça difficile d'être journaliste parce que même si c'était il y a 23 ans, il y avait déjà beaucoup de femmes qui étaient journalistes. Et justement, je vais donner un chiffre que j'ai reçu la semaine dernière de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Donc, c'est l'organisme en France qui donne les cartes de presse. La carte de presse ne suffit pas. Enfin, on peut être journaliste sans avoir la carte de presse, ça je le précise. Donc, les chiffres indiquent seulement les titulaires de la carte, mais c'est quand même un bon indicateur. Pour 2021, la CIJP a distribué 17 756 cartes de presse à des hommes et 16 242 à des femmes. Donc, l'écart est minime. Il y a pratiquement autant de femmes journalistes que d'hommes journalistes. En revanche, ce que le tableau de la commission de la carte ne dit pas, c'est quel poste les femmes occupent. Ce serait intéressant d'avoir un graphique un peu plus précis, justement pour voir si elles sont journalistes, reporters, rédactrices en chef, directrices de la rédaction. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Certainement que les postes à responsabilité sont encore beaucoup occupés par des hommes, bien que ça soit là aussi en train de changer. Il y a de plus en plus de femmes qui sont directrices des rédactions, des hebdos, des journaux. Et puis ensuite, au Bénin, je dois dire que j'ai jamais trouvé ça difficile non plus d'exercer mon métier de journaliste au Bénin. Je pense que j'avais 2 facteurs facilitants en quelque sorte. La première chose, c'est que pendant 5 ans, j'ai été la correspondante de RFI. Et je pense que quand on travaille pour RFI, ça donne, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas une question de crédibilité, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait traité de la même façon par des interlocuteurs politiques, etc. Je ne parle pas d'un agriculteur, d'une bonne dame qui vend dans la rue. Pour ces gens-là, ça ne change rien. Mais voilà, des gens qui ont un peu plus de pouvoir, d'influence, ça change quelque chose. Donc, le fait de travailler pour RFI, je pense que c'est un élément important. Et la deuxième chose, c'est que je suis blanche. Et je pense que les interlocuteurs que j'avais, des hommes politiques, voilà, des chefs d'entreprise, etc., peut-être se comportaient pas tout à fait de la même façon avec moi en se disant c'est une occidentale, donc on ne peut peut-être pas dire ou avoir des attitudes qu'on aurait avec des compatriotes. Je ne sais pas si ce sont les seules raisons, mais je pense que c'est un début d'explication. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été difficile. Et je pense que c'est même voilà, au Bénin, j'ai même toujours trouvé que c'était un avantage parce que quand on va en brousse, dans les villages, quand on va faire des reportages, il y a beaucoup de femmes. Et
mais je pense que c'est plus facile pour elle de s'adresser à une femme, même s'il y a parfois la barrière de la langue. Voilà, il y a une facilité, une reconnaissance qui facilite les choses. Je vois Madame Sephora Zegui de la radiodiffusion télévision ivoirienne qui a levé la main. Elle est une journaliste qui se passionne des questions de genre. Merci de nous rejoindre. Bonjour Sephora. Bonjour Sephora. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Dites-nous, est-ce que en Côte d'Ivoire, c'est dur d'être femme et journaliste? Non, non, c'est un peu pareil que dans n'importe quel pays. C'est pas difficile d'être journaliste. Il suffit d'être passionné, il suffit d'avoir l'amour du métier et puis bon, ça va, c'est pas difficile. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, dans les derniers chiffres donnés par la CIJP, la commission d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels, sur 952 journalistes, on a 20% de femmes. 20% de femmes, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même des femmes journalistes. Et ce qui me dérange un peu, c'est le nombre de femmes qui ont des responsabilités, qui ont des postes de responsabilité. On n'a pas beaucoup de femmes directrices de publication, on n'a pas beaucoup de femmes directrices d'entreprises de presse, on n'a pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise dans les différentes sociétés de presse. Par exemple, ici à la RTI fait quand même des efforts. On a des femmes, on a 2 femmes directeurs de chaîne, RTI 1, RTI 2. On a 2 femmes aussi directeurs de chaîne de radio, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Ce sont des femmes qui sont à la tête de ces chaînes-là. Et aussi, au niveau de la rédaction, on a quand même des femmes qui sont chefs de service. On a la chef de service et chef des éditions du 13h, c'est une femme. On a une autre qui est chef d'édition du week-end. On a des femmes qui sont quand même chefs ici à la RTI. Voilà, ça veut dire que les choses commencent à bouger. Mais pour qu'on nous mette en valeur les femmes, on ne va pas tout attendre des hommes. On ne va pas attendre qu'on vienne le faire pour nous. Moi, je pense que les femmes, nous-mêmes, nous devons nous battre, nous devons tirer les autres. Par exemple, quand on nomme une femme chef de service ou bien on nomme une femme directrice de cabinet, elle ne va pas prendre d'autres femmes, elle ne va pas nommer d'autres femmes à ses côtés, mais elle va plutôt nommer des hommes. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'on est encore derrière, on n'avance pas. Les femmes n'aident pas les autres femmes à avancer. Il y a cet écart-là qui existe entre nous les femmes qu'il faut revoir. Avec la sensibilisation, je pense que ça va aller. Et puis, on rencontre toujours des difficultés au niveau des femmes, par exemple au niveau salarial. Pour un même diplôme, tu constates que l'homme est mieux payé que la femme, alors que c'est le même diplôme, c'est les mêmes études que nous avons faites, mais la femme est sous-payée. Au niveau, par exemple, je prends par exemple des toilettes. Normalement, les femmes, on a des menstrues à une période donnée du mois. Mais on a les toilettes, par exemple, dans les entreprises où il n'y a pas de serviettes hygiéniques pour les femmes. Ce n'est pas accommodé à la femme. Il y a, par exemple, des hommes et des femmes handicapés. Il n'y a pas de rampe d'escalier, par exemple, pour les personnes handicapées. Donc, c'est tous ces problèmes-là que nous, on souhaite voir résolus. Par exemple, aussi, on a des femmes journalistes qui n'ont pas de matériel de travail. Il n'y a pas de matériel de travail. Par exemple, j'ai des consoeurs qui sont à Radio Côte d'Ivoire, qui doivent aller faire un reportage le matin. Elle doit avoir un dictaphone. Elle n'a pas de dictaphone. Pourtant, il y a un homme qui est à côté, qui a tout son matériel au complet. C'est ce genre d'injustice-là que nous, on veut qu'on corrige. Voilà. Vous dites, nous allons revenir dessus. Je vois depuis Madame Annie qui a la main levée. Elle a des choses à nous dire. Vous avez la parole. Merci, Kossi. En fait, je réagis déjà sur ce qu'a dit Delphine Bousquet. Nous, à Madagascar, pour le journalisme sportif, par exemple, on n'est pas nombreux. J'ai été journaliste sportif pendant 27 ans.
Et on a été de 3 à 8 en totalité dans ce milieu. Maintenant, il y a 63 journalistes sportifs à peu près. Les femmes, elles se comptent à moins de 10. Mais c'est dans la totalité, même dans les rubriques sociales, politiques et tout, qu'on a un nombre, qu'on arrive à équilibrer le nombre de femmes journalistes qui égalise le nombre des hommes. Dans la société, par exemple, dans la rubrique société, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Dans la culture, évidemment, ça passe facilement pour les femmes parce qu'on adore ça, nous les femmes. Pour la politique, il y a des journalistes femmes aussi, mais pas aussi nombreux que les hommes. En économie, il en est de même. Et déjà, il est très difficile de trouver des journalistes économiques à Madagascar. Pour rebondir sur ce qu'a dit la dame qui vient de Côte d'Ivoire tout à l'heure, nous, on a l'habitude de se battre. Je pense à nous les femmes en général. Donc, on n'a pas à se, comment dire ça, à se comparer aux hommes. On travaille juste ici à Madagascar. On a investi dans nos matériels, on a investi dans nos études personnellement. Et c'est là, en fait, qu'on a l'avantage ici à Madagascar. On ne se laisse pas vraiment faire. Pour les salaires, c'est presque le même salaire. Je pense qu'on a les mêmes salaires parce que c'est tellement, tellement discret, tellement confidentiel qu'on n'a pas tous les chiffres. Mais le grand problème, je pense, c'est que quand une femme a une position, quand elle devient ministre, par exemple, là, c'est tout autre chose. C'est plus la journaliste qui était là, mais c'est vraiment la ministre. Donc, il y en a qui redient le milieu d'où elles viennent. Et ça, c'est un défaut, je trouve, hein, parce qu'on peut tirer les femmes vers le haut, on peut aider ses consoeurs pour aller plus en avant, mais il y en a qui deviennent autre chose. Mais à Madagascar aussi, on a cet avantage. À la télé, par exemple, on a plusieurs DG, directrices générales, femmes. À la télé, TV+, on a une DG. À Real TV, on a une DG. À Midi Madagascar, à Ma TV, on a des chefs, des directrices. Et c'est aussi la prise de responsabilité et le sérieux de la femme qui font que nous, on nous donne aussi des responsabilités en totalité. Et c'est ce qu'il faut démontrer en permanence. On n'a pas besoin d'aller crier à égalité femmes et hommes sur tous les toits tous les jours, non. Il s'agit de bien travailler, juste ça. Je trouve, il s'agit de bien travailler. Par contre, les harcèlements, ça existe. C'est pas que je dis que c'est pas grave, mais ça existe et les femmes ne le disent pas. Ça, les femmes ne le crient pas, étant un sujet tabou. Les femmes ne le disent pas à tout le monde. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ayat, quand on écoute finalement Annie, on a envie d'être femme journaliste à Madagascar. Ayat, la parole est à toi. Alors, moi, je dirais plutôt qu'ici, comment on raconte un... Allô? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement bien. Allô? Oui, allô, Ayat, on vous entend parfaitement. Donc, je disais plutôt que les femmes dans les médias ne sont pas en même temps, on n'a pas Là, on a un peu du mal à vous saisir, la connexion. Moins nombreuses que les hommes. On va revenir à vous, Madame Ayat. Ma question pour vous, Charlotte, c'est de savoir comment aider les femmes à s'imposer. Comment les femmes peuvent-elles s'imposer en tant que responsables et occuper des postes à responsabilité au sein des médias? Alors que si je dirais d'abord pour commencer qu'il faut que chaque femme sache pourquoi elle est entrée dans le métier du journalisme. Est-ce que c'est pas passion pour le métier? Et si la réponse est oui, c'est passion pour quelle spécificité du métier?
Parce que aujourd'hui, on n'entre pas juste dans le journalisme parce qu'on veut être journaliste. Tu finiras certainement juste présentatrice d'une émission ou d'un journal toute ta vie. Donc déjà, primo, c'est qu'elle sache pourquoi elle entre dans le journalisme. Et après l'entrée dans le journalisme, quelle est la spécialité que je veux faire? Et c'est avec cette conclusion-là qu'elles pourront se dire, j'ai besoin de telle formation, j'ai besoin de commencer par me documenter de telle manière, par me préparer de telle manière, pas en conférence de rédaction, proposer des sujets qui ont trait avec ma spécialité. Et trop tôt, vous commencez par montrer une autre image aux personnes avec qui vous travaillez. Vous commencez par leur dire, moi, j'ai beaucoup plus de passion et de facilité de produire, par exemple, des chroniques politiques. On vous reconnaît en même temps comme une journaliste politique et vous excellez dans cette spécialité. Ou si c'est la science, ce qui était mon cas et ce qui m'a permis d'être nommée chef division sciences à Radio Univers. Donc, déjà, quand vous faites l'entrée dans le métier, il faut vous spécialiser et savoir pourquoi vous êtes là. Le travail bien fait, on ne peut pas dire c'est parce que vous êtes femme qu'on doit vous mettre responsable, qu'on doit vous mettre chef rubrique, qu'on doit vous mettre... C'est pas votre travail bien fait et authentique, je dirais, qu'on est à même de vous confier des postes de responsabilité. Et en ce moment-là, quand le genre, la discrimination beaucoup plus sexuelle veut entrer en jeu, il faut dénoncer. Il ne faut pas se taire, il faut dénoncer. Dénoncer en restant toujours professionnel. Dénoncer en sachant qu'on a la compétence. Et je le dis souvent à mes collaboratrices dans Women in Power Association, quand la femme, elle a les compétences qu'il faut, même quand elle est dans un trou à rats, on vient toujours la chercher pour dire « j'ai besoin de toi ici, j'ai besoin de toi ici ». D'aucuns peuvent dire que c'est relatif, mais c'est ma perception de la situation. Donc, chaque femme devrait pouvoir s'imposer par son travail bien fait. Et il n'y a pas de moyens. Nous avons également autour de cette table ronde virtuelle Salma Amador et les journalistes camerounais. Bonjour Salma. Bonjour aussi. Comment vous allez? Ça va, je m'excuse pour le retard qui n'est justement pas de ma faute parce que nous avons une coupure de lumière et il fallait que je cherche un autre endroit. Mais je suis là, merci. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Est-ce que chez vous, au Cameroun, les droits des femmes journalistes sont respectés? Les droits des femmes journalistes sont-ils respectés? Tout dépend de comment je vais te dire de la rédaction où on se trouve. Moi, je pense que chacun de nous, que ce soit les hommes ou les femmes, on ne naît pas en ayant déjà tous ces droits. Nous avons chacun, que ce soit les hommes ou les femmes, toujours un moment dans notre vie où on a besoin de l'arracher, de nous imposer et de nous faire respecter. Donc, dire que les droits des femmes sont respectés, non, je dirais non. Tout le monde le sait, c'est même pour ça que l'on en est à promouvoir le genre et surtout du côté des femmes, ce que les hommes assimilent très souvent au féminisme. Est-ce qu'au sein de votre rédaction au Cameroun, la parité, elle est respectée? Est-ce qu'on a autant de femmes que d'hommes? Disons qu'au début du projet de Cameroun actuel, oui, il y avait plus de femmes que d'hommes. Mais on va dire que la nature n'arrange pas tout parce que vous êtes une femme, vous devez donner naissance. Vous êtes marié, vous devez donner naissance. Donc, cela impose que quelquefois certaines quittent le navire. Donc, pour le moment, non. Il n'y a pas de parité, les départs en congé de maternité, celle à qui le mari a demandé d'arrêter parce qu'elle rentrait tard, etc. Donc, non. Pour le moment, non. Au début, oui, mais par la suite, non. Delphine, nous venons d'écouter Salma qui a évoqué tout de suite la question de la maternité. Les femmes qui sont souvent aussi appelées à jouer le rôle de mère de famille, d'épouse, gérer la charge familiale. Comment vous arrivez à concilier en fait vie professionnelle et vie familiale? Donc, pour mon cas, moi, j'ai commencé à faire du journalisme quand j'avais 15 ans, quand j'étais au lycée encore pour le projet 100% jeune.
C'est un projet sur la santé et reproduction des adolescents. Donc, moi, le mercredi, nous sortions plus tôt. Et dès que je finissais mes cours à 14 h, j'étais déjà à la rédaction pour faire les papiers, etc. Par la suite, je pense que ce soit en journalisme, que ce soit en tant que conducteur, ou quel que soit le métier que l'on fait, l'organisation est primordiale. Si vous n'êtes pas organisé, il y a forcément une société qui va en pâtir. Donc, c'est l'organisation. C'est de savoir que quand vous n'êtes pas là, comment est-ce que vous comblez ce vide-là, qui s'en occupe. Et je pense que c'est en collaboration avec le partenaire. Ça, il va de soi que si on ne collabore pas, si on ne répartit pas les tâches, ça ne pourra pas aller. Il faut être organisé. Il faut se priver quelquefois. Et il faut de l'entente avec la personne avec qui vous êtes en couple, surtout. Parce que si en couple, ce n'est pas bon, forcément, le côté professionnel va en pâtir. Si je veux sortir, si j'ai un reportage à faire, j'ai un bébé, j'ai des enfants, il faut qu'on aille les chercher à l'école. Qui le fait? C'est mon partenaire. Ça appelle des négociations. Et ça peut être vice-versa. Ça peut être aussi lui qui est empêché. C'est moi qui dois aller chercher. C'est comme ça, c'est l'entente, c'est l'organisation. Et c'est la négociation, quelquefois. On ne négocie pas parce qu'on est faible, on négocie parce que vous avez besoin d'un service et c'est comme ça. Delphine, j'ai envie d'écouter votre point de vue. Bon, j'aime pas trop parler de moi, mais très concrètement, moi, j'ai commencé petitement la correspondance de RFI au Bénin alors que j'étais enceinte jusqu'au cou. Voilà. Ensuite, je suis partie accoucher en France, je suis revenue, j'ai pris le temps de m'occuper de mon fils. Et disons, quand il avait 9 mois, j'ai repris la correspondance. Et là, j'ai vraiment bossé comme une dingue. C'est-à-dire, quand on est correspondant ou correspondante de RFI dans un pays et qu'on est pigiste, c'est-à-dire moi, je n'étais pas salariée de RFI. RFI n'avait pas un bureau ici à Cotonou. Le bureau, c'est celui que vous voyez derrière moi, c'est chez moi. Donc, voilà, quand il était petit, c'est-à-dire quand il était bébé, mon fils, jusqu'à sa dernière année de maternelle, donc j'ai assuré la correspondance vraiment en bossant comme une dingue. C'est-à-dire quand on est correspondant, on est tout seul dans le pays. Parfois, on a un numéro 2, quelqu'un qui travaille les week-ends si on ne peut pas. Mais moi, pendant les 5 années où j'ai fait, j'étais seule. Et donc, voilà, ça veut dire qu'on est disponible pratiquement tout le temps, qu'on peut bosser le soir. Au moment où moi j'ai travaillé, il y avait beaucoup d'affaires politico-judiciaires au Bénin, donc parfois rester au palais de justice tard, libération de quelqu'un à 23 h, il faut prendre la voiture pour aller jusqu'à une prison à 50 km de Cotonou. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Comme le disait Salma, moi j'ai profité du fait que mon fils était petit. Et finalement, j'ai considéré, il y avait son papa, son grand frère, sa grande sœur, il était entouré. Voilà, et effectivement, il faut que le partenaire ou le mari comprenne ce que c'est que le métier de journaliste. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, vous devez y aller, même si c'est tard le soir, même si vous avez prévu un dîner, même si c'est le week-end. Voilà. Donc, ça implique beaucoup de compréhension et de sacrifice. Mais très concrètement, quand mon fils est entré en CP, voilà, j'ai arrêté tout ça parce que les choses devenaient plus sérieuses, on va dire. Voilà, CP, apprentissage de la lecture, etc. Et là, j'ai levé le pied. Voilà, donc c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la correspondance parce que ça devenait vraiment trop difficile que mon fils soit à l'école, qui rentre à 17 h, si son papa n'est pas là, si juste quand il rentre de l'école, moi j'ai reçu un message qui dit le procureur de la République de Cotonou fait une conférence de presse, et si moi je suis obligée de partir et qu'il se retrouve à la maison, c'est pas sûr qu'il fasse ses devoirs. Voilà. Donc j'ai fait ce choix. C'était un choix personnel, un choix de maman, qui est, bon, j'ai vraiment beaucoup travaillé pendant 5 ans. Je me suis vraiment épanouie professionnellement. En quelque sorte, j'ai plus rien à prouver et je pense que c'est important de ne pas rater ce moment-là d'un enfant. Voilà, parce que le travail, voilà, là, il grandit maintenant.
il est plus autonome. Si j'ai envie de reprendre ce que je faisais avant, je pourrais. Je n'ai pas cessé d'être journaliste d'ailleurs, je continue. Mais je ne fais plus l'actu. Du coup, je ne suis plus tributaire de l'actualité pour mon organisation. C'est moi qui m'organise comme je veux, puisque maintenant, je fais plutôt ce qu'on appelle des sujets magazines. Donc, j'organise mon temps comme je veux. Voilà, je n'ai pas cessé d'être journaliste. Et c'est vrai que l'actualité impose un tempo qui peut avoir vraiment des conséquences sur la vie familiale. En tout cas, moi, je sais que pendant les 5 années où j'ai travaillé pour RFI, j'étais en général assez stressée. Pas forcément dans un sens négatif, mais toujours un peu speed en fait, parce qu'à n'importe quel moment, on peut nous appeler, parce que quand même, il peut y avoir des pressions politiques, enfin voilà. Et j'avoue que depuis que j'ai arrêté, certes, ma vie de journaliste est moins trépidante, mais je trouve d'autres satisfactions en fait en traitant plus des sujets de fond, en pouvant passer plus de temps avec les gens que je vois pour mes reportages. Voilà. Mais c'est vraiment la particularité du métier. Je pense que c'est comme les gens qui sont dans le domaine de la santé, les gens qui sont médecins dans les hôpitaux, avec les gardes, avec les nuits, les week-ends. Ça peut vraiment avoir des conséquences sur la vie familiale. Donc, il faut trouver un équilibre. Il faut absolument avoir un partenaire qui, dès le départ, sait comment ça fonctionne et qui accepte les règles du jeu et qui accepte d'assurer sa part aussi. Sinon, c'est très difficile. Allô, Ayat. Oui, je pense vraiment qu'apparemment, il y a des problèmes de connexion depuis hier. Oui. Du coup, ça n'arrête pas de couper. Bon, moi, je pense vraiment quelque part que dès qu'on est devenu majeur, on a une petite sœur à la maison, on est automatiquement une petite maman. Hein. T'occupes de ta sœur, elle vient piquer tes trucs, ta mère, elle n'arrête pas d'appeler tout le temps. C'est un peu compliqué parce que quand tu fais ce métier, les heures, ça ne compte pas. Tu peux partir depuis le matin jusqu'à 21h, 22h, minuit. Et dans les moments, quand on t'appelle, tu dois rentrer à la maison à tout prix. Tu dois rentrer parce qu'il y a ta petite sœur, parce qu'il y a ta mère, parce qu'il y a ton frère ou ton père. C'est toujours à la charge de la femme. Du coup, on est dans l'obligation de composer. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu mieux parce que tu peux travailler à la maison. Tu n'es pas obligé d'être dans une rédaction, d'être planté là. Tu peux aller faire tes recherches et rentrer directement à la maison, faire ton papier et l'envoyer à la rédaction. Mais disons que ce n'est pas tout le temps facile, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut juste s'y habituer et trouver aussi des astuces parce que c'est ça, hein, trouver aussi des astuces pour pouvoir garantir les deux. Annie, dites-nous comment à Madagascar vous avez pu régler tous ces problèmes en fait, aider les femmes à pouvoir occuper des responsabilités, être assez représentées. Mais est-ce que c'est à la base, il y a une sorte de solidarité entre les collègues? Je pense, hein, pour Madagascar, il y a une sorte de devise indirecte comme quoi soyons les meilleurs et soyons solidaires. Et c'est le message que je vais passer à tout le monde ici. Soyons les meilleurs. Si on est les meilleurs, il n'y a rien à dire sur nous, il n'y a rien à critiquer, ça passe. Et soyons solidaires aussi. Il faut que, là, on est à Madagascar, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait une solidarité africaine ensemble. Par exemple, pour toutes celles qui vont aller aux Assises internationales de Tunis, qu'on se retrouve le temps d'un café, qu'on discute de la mise en place d'une association africaine. Je ne sais pas, il faut faire quelque chose pour être solidaire. Je reviens sur ce qu'a dit Aya tout à l'heure. En fait, c'est les yeux de la société qui nous tuent, qui tuent les femmes journalistes. On nous dit rentre à la maison, on ne rentre pas tard, ton bébé, tu t'en occupes, ceci, cela. C'est la société qui fait que ça nous tue vraiment, qui nous poursuit. Oui? Est-ce que c'est la société ou le poids des traditions, en fait, qui veut que la femme fasse ceci plutôt que cela? Parce qu'on remarque que cette discrimination commence déjà dès l'enfance. C'est les deux. C'est les deux. La société évolue et on veut que la femme assure des choses particulières.
Et les traditions restent les traditions, et on veut que la femme soit mariée et tout. Mais il y a aussi ce phénomène à Madagascar, il y a beaucoup de mamans célibataires dans le journalisme, et on assume, moi je suis une maman célibataire, je suis journaliste sportive, et j'assume, c'était mon choix, c'est mon choix, c'est toujours mon choix, donc c'est à nous d'assumer, c'est à nous d'être les meilleurs. Je ne dis pas que je suis la meilleure pour éduquer mes enfants toute seule ou je suis la meilleure dans mes choix, mais j'assume mes choix déjà. Et dans l'association des femmes journalistes, je peux vous dire qu'il y a des femmes, des mamans célibataires qui assument vraiment et qui travaillent dur pour s'en sortir. Et c'est là aussi qu'il faut qu'on soit solidaire en Afrique ou à Madagascar. C'est sur comment dire, sur le salaire. Quand on voit le salaire, je ne sais pas ce que gagne Delphine Bousquet en France en tant que correspondante et tout, mais on aimerait vraiment être payé comme Bousquet, si c'est le cas. Parce que si on est vraiment très bien payé, on ferait des miracles, on ferait plus que ce qu'on fait maintenant. C'est ça. Et quelque part, le choix d'être journaliste, en fait, c'est une passion. Pour nous, les journalistes et les femmes journalistes, c'est une passion. On a toujours un métier à côté pour Madagascar. À 80%, je peux le dire, chez les femmes journalistes, on assume deux métiers en même temps afin que ça puisse nous faire vivre en permanence. Mais on n'a pas peur en France. Et voilà. Et il y aura toujours des problèmes. Hein. S'il n'y a pas de problèmes, ce n'est pas marrant non plus. Il y aura toujours des problèmes. Mais il faut assumer et se tenir debout face à l'adversité. Et voilà, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme aujourd'hui. Oui, on fait la fête. On montre que la femme, elle a une place dans la société. Mais je dis à tout le monde que le 8 mars, c'est tous les jours. Que le 8 mars, c'est la femme qui fait de la magie journalière qui il doit inciter son vis-à-vis, sa copine, son amie, sa voisine pour être aussi cette magicienne du jour, de tous les jours. Et la journaliste, elle peut faire la différence. Nous, on nous appelle aussi, par exemple, dans l'association, pour faire comment dire, des sensibilisations sur des thèmes spécifiques, comme la violence basée sur le genre, comme la vaccination. On appelle carrément l'association pour faire cela, comme la lutte contre le cancer. Et les filles, elles font, hein, tout le monde est sur terrain et on est ensemble. Je ne décide pas toute seule, c'est un vent de solidarité qui se dit, allez, on fait ceci, OK pour ça. Voilà. Ayat, sur Facebook, il y a un journaliste qui commente et qui dit qu'on demande toujours aux femmes journalistes de faire plus. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? En fait, qu'on nous demande qu'on fasse plus, je ne pense pas, mais ce que je sais, c'est qu'on doit travailler beaucoup plus que nos collègues hommes, ça c'est certain. On doit être au taquet, comme on dit. On doit vraiment suer, on doit vraiment travailler beaucoup plus qu'eux, parce que pour la seule et unique raison que eux, ce sont des hommes et que tout leur est facile. Chez nous, c'est pas du tout ça. Mais entre nous, on essaie au moins de rester un peu solidaires par rapport à nous, les femmes en tout cas, parce que je ne veux pas dire que tout le monde est solidaire dans la profession, mais chez nous, au Comores, on essaie tout de même de porter nos poids. Moi, quand j'ai un problème, la première personne que j'appelle, c'est une collègue journaliste. J'appelle Faiza qui appelle Anziza qui appelle Nouraina, ainsi de suite. On se retrouve, on a... Bonjour, Eliada Omia. Nous avons également autour de cette table Eliada Omia qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Votre micro, il n'est pas activé. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu as un problème, le papier qu'on vient de publier tout à l'heure sur l'histoire de... Eliada, vous m'entendez? On ne vous entend pratiquement pas. Le micro. Oui, le micro, justement. Je viens de vous envoyer une demande pour réactiver votre micro. Pouvez-vous réactiver votre micro pour qu'on puisse vous entendre? Le temps de revenir à Eliada.
ma question elle s'adresse à Salmon. Salmon, vous êtes là? Mauvaise connexion. Oui, je suis là aussi. Ah, d'accord, parfait. Dites-nous seulement, que faut-il faire en fait? Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour aider à une meilleure représentativité des femmes dans les médias, selon vous? Pardon? La question, c'est de savoir quelles sont les mesures qui doivent être prises pour aider les femmes à être plus représentées dans les médias. La première mesure, je pense, pour les femmes. La première mesure, je pense que c'est le gouvernement qui doit l'instaurer. C'est d'abord de donner plus de chances aux femmes d'ouvrir leurs médias sans pour autant passer par le droit du puissage ou de canaper tous les autres chemins pas catholiques. C'est d'abord l'État qui doit favoriser ça, c'est-à-dire attribuer à autant de femmes, je ne sais pas, des crédits ou des opportunités d'ouvrir elles-mêmes leurs médias, autant qu'aux hommes. La deuxième chose, c'est d'abord qu'il faut que les femmes soient aussi bien, pour parler de représentativité, il faut que les femmes soient aussi en nombre égal dans les rédactions, au même poste que les hommes, payés de la même manière, traitant des mêmes sujets, et non des chiens écrasés, comme je le disais dans mon... Maintenant, autre chose, c'est aussi de donner aux filles de nos filles, de par leur éducation, de par leur quotidien, une sorte de leadership. Une sorte de leadership pour que quand quelque chose les arrive durant leur vie, qu'elles ne disent pas que c'est parce qu'elles sont des femmes, mais qu'elles se disent que c'est parce qu'elles sont des êtres humains d'abord, donc cesser de se victimiser, parce que je pense que ça commence par là. C'est se dire que c'est parce que tu es un être humain que tu as une difficulté comme tout être humain. Le leadership qu'on donnera aux femmes, c'est quoi? C'est de savoir qu'elles peuvent faire comme les hommes. Et ça commence à la maison. Ça commence à la maison, ça commence avec les mamans qui doivent nous donner, comment on dit, les mêmes encouragements qu'ils donnent à nos frères. Je m'explique. Prenons la puberté, par exemple. Vous avez un garçon, quand il a sa première éjaculation, on le félicite. On sait qu'il est un homme. Tout le monde est content parce que ça montre qu'il va fonctionner, que plus tard il pourra faire des enfants. Mais quand la fille a ses règles, qu'est-ce qu'on lui dit? Ne joue pas avec les garçons. Ne prépare pas tel mets, ça ne va pas cuire. Ne touche pas telle chose. C'est autant d'interdits, pourtant pour le même processus naturel de ces deux personnes. Je pense que le leadership commence à la maison. C'est de donner les mêmes chances à chacun, à chaque sexe, à chaque genre, d'aller au-delà de ses capacités. Pour que quand il n'y a pas l'argent dans un foyer, par exemple, que le père ne décide pas que ce soit la fille qui arrête l'école pour que son frère continue. Nous devons avoir les mêmes chances. Quand nous aurons les mêmes chances, tant pour le gouvernement d'avoir les mêmes financements que les hommes, d'avoir la même représentativité au sein des rédactions, dans le traitement des sujets, dans les salaires, etc., je pense que ça sera une opportunité pour que les femmes se fassent entendre autrement que par les scandales ou bien par la promotion canapé. Moi, c'est mon idée. Nous sommes déjà vers la fin de cette session. Mais oui, Delphine. Moi, pour répondre à ta question, je voulais aller dans le sens de ce que Charlotte a dit tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment important. Moi, j'ai enseigné pendant 10 ans ici le journalisme audiovisuel à Cotonou. Je pense que c'est vraiment important que les jeunes filles qui veulent embrasser cette profession aient bien conscience de ce que c'est qu'être journaliste. Parce que souvent, j'avais des étudiantes en face de moi qui disaient « Ah, on veut travailler à la télévision, voilà ». Et il y a plein de métiers à la télévision. On peut être animatrice d'une émission, voilà, de découverte. Et je pense que c'est très important que nous, journalistes, on explique bien aux jeunes femmes ce que c'est le métier. Et comme Charlotte l'a dit tout à l'heure, une jeune fille qui a bien connaissance des tenants et aboutissants de cette profession, ce qu'elle implique, ses droits, ses devoirs, l'implication personnelle, parce que ce n'est pas un travail qu'on fait
comme un comptable ou une comptable qui va au service de 9h à 17h. Quand on est journaliste, c'est 24 heures sur 24. Donc, en fait, quand des jeunes filles ont bien connaissance et conscience de ce que c'est le métier, celles qui veulent vraiment être journalistes, en fait, elles vont faire leur place après dans leur métier. Parce que comme l'a dit Charlotte, elles seront motivées, elles vont faire leurs preuves. Si elles ont les compétences, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que c'est aussi de bien savoir ce que c'est le journalisme, parce qu'il y a souvent des confusions. Merci Delphine. Alors, vous m'entendez? Oui, ma question c'est pour Charlotte, c'est de savoir, vous avez entendu sur Delphine qui parle des journalistes qui veulent s'aventurer ou qui veulent embrasser le métier de journaliste. Les femmes surtout doivent savoir ce que cela implique. Et j'ai envie de vous demander, vous, pourquoi vous êtes devenu journaliste en fait? La passion, elle vient de comment est-ce que c'est arrivé, ce processus, cette envie en fait d'exercer ce métier qui demande assez de temps, assez de concentration. Alors, avant de répondre à ta question, Kossi, je vais rapidement répondre à Peggy aussi, qui a écrit sur la page « On nous demande toujours de faire plus ». Je dirais que ce n'est pas seulement en journalisme qu'on demande aux femmes de faire plus, mais c'est dans tous les domaines. Partout où nous sommes, on nous demande toujours de faire un peu plus parce qu'on est des femmes. Et c'est un peu comme si, à la base, on n'a pas la capacité de faire quelque chose. Et c'est nous-mêmes qui devons d'abord sortir de cette bulle-là pour éclore nos potentialités, nos talents. Alors, revenons à ta question. J'avais d'autres rêves au départ. Je ne rêvais pas depuis l'enfance d'être journaliste, mais c'était dans mes plans. Et après l'obtention de mon baccalauréat, il y a eu des situations qui se sont mises en place et qui ont favorisé ou qui ont fait que ce désir d'être journaliste est revenu en amont avant les autres désirs. Donc, en même temps, je m'étais inscrite en communication pour le développement. En même temps, j'ai embrassé le domaine du journalisme. Et quand j'ai commencé, à la base, je dirais peut-être une confidence, j'étais partie pour être médecin. Donc, il y avait le côté scientifique, parce que j'avais fait la série D, il y avait le côté scientifique qui était en moi. Et quand je suis entrée en journalisme, je me suis dit, si tu n'es pas médecin, tu ne fais rien à part ou soit de la politique ou soit la science. Donc, ma spécialisation pour la science a commencé par cette passion-là, pour la biologie. Donc, c'est comme ça a commencé avec le métier. Et au fil du jour, j'ai développé une autre passion pour la politique qui m'a amené à faire des animations et des chroniques sur plusieurs médias de la place. Alors, je vais revenir à la question que tu posais aux panélistes tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les inégalités dans le milieu de ce quatrième pouvoir. Je dirais d'abord qu'il faut que chaque femme sache qu'en milieu professionnel, peu importe le milieu professionnel, qu'elles ne sont pas femmes, mais qu'elles sont des êtres humains. Comme une panéliste vient le dire tout à l'heure, elles ne sont pas femmes dans un milieu professionnel. Elles doivent pouvoir se définir comme un être humain. Donc, savoir que c'est les mêmes exigences qu'on a envers les hommes, qu'on devrait pouvoir avoir envers elles et qu'elles doivent être à même de répondre à ces mêmes exigences-là. À part cela, la compétence, c'est le mot d'ordre. Sans la compétence, on ne fait rien. Sans la compétence, on ne cherche pas à évoluer. On ne cherche pas à avoir des postes. On ne cherche pas à présenter si on n'a pas une belle voix, une belle diction. Donc, tout ça, c'est une application et c'est un travail de longue haleine. La compétence, travailler au jour le jour pour la spécialité qu'on a choisie. Après ça, définir ses propres valeurs. C'est très important pour le journaliste et encore beaucoup plus pour la femme journaliste. Savoir définir ses propres valeurs et savoir que voici mes valeurs, coûte que coûte, dans n'importe quelle situation difficile, je ne porte pas atteinte à mes valeurs personnelles. Les valeurs du métier sont là, l'éthique est là, mais mes valeurs personnelles de femme, je dois pouvoir les définir et coûte que coûte, ne jamais porter atteinte à ces valeurs-là. Savoir s'organiser. On nous demande souvent de faire un choix entre notre métier et notre maternité. Mais je pense qu'il y a une conciliation qu'on peut faire, c'est savoir s'organiser.
Je veux avoir mes enfants à quel âge, à quel moment de ma carrière, je peux faire une pause à quel moment de ma carrière, je peux reprendre quand et comment je joins les deux bouts. Et c'est savoir définir également le partenaire de vie qu'on a. Parce que si tu n'as pas quelqu'un de conciliant qui peut t'appuyer et qui peut assumer sa responsabilité d'avoir une partenaire journaliste, ça ne peut pas coller. Dénoncer quand on est victime de discrimination genrée. Il faut jamais fermer la bouche. On connaît, nous, nos journalistes, on n'est pas là pour ne pas parler. Les journalistes, ce sont les plus bavards du monde. Donc, ne pas rester dans une bulle quand il y a discrimination. Toujours dénoncer et dénoncer par les voies qui sont les voies les plus adaptées. Pas dans les coulisses, pas messagerie WhatsApp, mais dénoncer de façon officielle pour montrer sa position et pour se faire respecter. Je crois que j'ai tout dit aussi. Merci beaucoup, Charlotte. Eliada est avec nous, elle n'a pas eu le temps de prise de parole. Je voudrais, nous aimerions bien l'écouter aussi. Bonjour, Eliada. Le micro était défectueux au début, je pense que maintenant c'est bon. Eliada, bonjour. Bonjour, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute parfaitement bien. Vous êtes chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Goma en République démocratique du Congo et journaliste. Nous sommes déjà à la fin de cette conférence, mais dites-nous un peu quel est le regard que vous portez sur la condition des femmes journalistes en RDC, comment améliorer la condition des femmes journalistes en quelques phrases. Vous dites? Je ne vous capte pas très bien. Malheureusement, ma connexion pose problème. Dites-nous, alors, en RDC, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les journalistes? Ou bien est-ce difficile d'être journaliste en RDC, d'être femme et journaliste au temps? Merci beaucoup. Je suis journaliste, je vis en RDC, particulièrement à Goma, dans la province du Nord Kivu. Alors, je vais essayer un peu de montrer les quelques difficultés auxquelles nous, les femmes journalistes, les difficultés auxquelles nous faisons face au quotidien. Premièrement, en tant que femme journaliste, il nous arrive de subir des injustices, si je peux le dire comme ça. Vous allez voir, quand on est une femme journaliste ici chez nous, vous êtes méprisée. Votre travail n'est pas pris au sérieux. Par exemple, vous avez un rendez-vous, vous avez une entrevue avec une personnalité quelconque et la personne, au lieu de vous donner le temps, de vous accorder le temps, d'accorder de l'importance à votre travail, la personne cherche à vous dévier, cherche à minimiser votre travail et la personne se base uniquement sur votre personnalité parce que la journaliste congolaise, ici chez nous au Nord Kivu, à Goma, elle est prise comme un objet, elle est prise comme une femme légère. Donc, les gens ont cette mentalité de croire que quand on est une femme journaliste, facilement, on peut se faire avoir, on peut se laisser faire. Donc, vous allez trouver que cette façon de penser de certaines personnes, la plupart d'ailleurs, nous met vraiment au défi. Nous sommes dans l'obligation de faire notre travail avec beaucoup plus d'attention, d'être encore doublement prudente, de faire encore beaucoup plus nos preuves parce que nous, à la base, nous sommes considérés comme les femmes qui cherchent à trouver des compagnons, des grandes personnalités comme compagnons et non des femmes qui essayent d'exceller dans leur métier, les femmes qui essayent de se faire remarquer. Et vous allez voir que cette façon de nous voir nous freine un peu plus et nous sommes obligés de travailler doublement que les hommes. Et c'est là, c'est vraiment pesant car tant que les gens continuent à nous voir comme des femmes légères, des femmes qui ne cherchent que des compagnons de très grandes personnalités pour finir leur vie, alors là, c'est compliqué de travailler en tant que femme journaliste. Merci pour ce témoignage. Nous sommes, je l'ai rappelé plusieurs fois, dès la fin de cette session. Je vous donne toute la parole pour laisser par un dernier mot, une dernière chose à ajouter, une question que j'aurais manqué peut-être de vous poser. Je commence par Annie, ensuite Delphine, Charlotte, Salmon, Sephora et Ayat et on termine. Merci Kossi.
Ah, merci. Tu m'entends bien là? En tout cas, pour être Oui, parfaitement bien. C'est mon tour ou pas encore? Oui, c'est ton tour. On commence par Annie. Ok, je prends la parole. En fait, il y a quelque chose, il faut être stratège. Préparer aussi l'avenir, je veux dire. Nous, quand on a de l'expérience, quand on a fait des études avec des diplômes, on peut enseigner le journalisme à l'université et tu prépares la relève. Tu dis la vérité à la relève que tu prépares et tu ne mâches pas tes mots. En fait, il y a plus de femmes journalistes parce que les femmes sont plus littéraires, peut-être, ici, littéraires. Et donc, il y a plus de filles aussi en communication, en journalisme. Et c'est là que comme j'enseigne à l'université aussi, c'est là qu'on prend vraiment notre responsabilité en disant la vérité en face. Ce n'est pas pour sortir seulement à la télé et faire le beau, la belle, mais surtout, il y a du travail de fond et il faut que vous soyez les meilleurs parce que c'est pas tout, comme le disait la PDG avec laquelle j'ai travaillé auparavant. Les vendeurs de bread, il y en a partout. Les vendeurs de tomates, il y en a partout. Mais il faut savoir vraiment vendre ta tomate et vendre tes bread. Et ici aussi, je rends hommage à mes anciens, à mes mentors. Quand ils disaient, Annie, c'est pas vendable ta salade, il faut que tu la fasses un peu plus de sauce. Annie, ramène ta salade. C'est ça, être performante et dire les choses, vraiment oser dire les choses. Parce que si tu chatouilles, si tu caresses dans le sens du poil, ça ne sert à rien, carrément à rien. Il faut dire à une femme journaliste que toi, tu dois t'améliorer, toi, tu dois améliorer par exemple ton français. Toi, quand tu vas à une conférence de presse, nous, on se dit ça, hein. Quand tu vas à une conférence de presse, tu ne te mets pas en jogging. Donc, dire les choses pour donner une meilleure image de la femme journaliste et ne pas se victimiser, comme a dit l'autre dame tout à l'heure, c'est ça. Il ne faut jamais se victimiser. On est les meilleurs et on est solidaires. Merci à toutes. Merci aussi. Est-ce que à Madagascar, la société ne vous juge-t-elle pas pour le fait qu'il y ait autant de femmes journalistes et mamans célibataires, qu'il n'y a pas un regard qui est porté sur vous, un regard défavorisant? Il y en a évidemment, comme quoi nous sommes des poules qui coincent. C'est ça en fait dans un proverbe malgache, à Kouvav Manin. Donc, on dit les choses et il y a des critiques dans la société. C'est pas facile, hein? C'est pas facile à vivre, mais quand il faut le dire, c'est pour le bien de la société. On a besoin de ça à Madagascar, de poules qui coincent. Si on a besoin de poules qui coincent, oui, on va coincer, on va cacter pour que ça marche, mais il faut qu'on parle, qu'on dise vraiment les choses. Et c'est pour ça que j'avais appelé tout le monde, toutes les dames qui sont là, à une solidarité qui soit vraiment africaine pour vraiment qu'on puisse dire les choses et qu'on ait un site web, par exemple, qui est très fort pour qu'on puisse vraiment agir ensemble pour la liberté de la presse et la femme journaliste soit vraiment une professionnelle, pas pour ce qu'elle est femme, mais pour ce qu'elle sait faire et ce en quoi elle est compétente. Merci beaucoup, Annie. Madame Bousquet. À mon tour, moi je saisis la balle au bon. Annie tout à l'heure, elle a dit que voilà, il faudrait étendre le principe de son association à notamment tous les pays africains qui sont représentés aujourd'hui à travers nous. Donc, je pense qu'il faut le faire effectivement. Voilà, on a échangé ensemble, donc c'est déjà un premier contact. Et puis, en guise de conclusion, je voulais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure pour élargir un peu le débat. Je pense qu'on a aussi un rôle à jouer pour la représentativité des femmes. Parce que je vois, que ce soit en France ou au Bénin, souvent dans les reportages, sauf si ce sont des reportages spécifiquement sur la santé maternelle, la santé de la reproduction, voilà, des sujets typiquement féminins, mais quand il s'agit d'économie, de sciences, comme l'a dit Charlotte, très souvent les interlocuteurs sont des interlocuteurs et pas des interlocutrices. Et je pense qu'on a un grand rôle à jouer pour améliorer la représentativité des femmes. Et même pour des reportages absolument anodins. Très récemment, j'ai fait des reportages sur l'exposition qui a lieu à la présidence du Bénin, où sont présentées les 26 œuvres, les 26 trésors royaux que la France a restitués au Bénin. Et puis, il y a en même temps, à cette exposition, donc il y a ces 26 objets restitués par la France que les soldats avaient pillés, abîmés lors de la colonisation.
Et en même temps, il y a une exposition qui montre une trentaine d'artistes contemporains. Je suis allée faire des reportages à cette expo et il y avait autant d'hommes que de femmes. Et je me suis dit, dans les interviews que je vais faire, je vais interviewer autant d'hommes que de femmes. Parce que souvent, en fait, quand on a un micro, en tout cas, et qu'on approche le micro, souvent les femmes disent « Ah non, non, j'ai rien à dire ». Si par exemple, elles sont avec leur mari, elles vont dire au mari de répondre. Et là, j'ai vraiment mis un point d'honneur, en tout cas dans l'utilisation ensuite que j'ai fait des interviews que j'avais recueillies, parce que je n'ai pas pu tout utiliser, à donner la parole pratiquement à autant de femmes que d'hommes, si ce n'est à plus de femmes que d'hommes, puisque c'est un sujet sur lequel tout le monde est légitime pour parler. Et je pense qu'on a un grand rôle à jouer aussi pour une meilleure représentativité des femmes. Je pense que c'est important pour les jeunes filles. Dans nos sociétés, on parle beaucoup des rôles modèles et voilà, de leadership, etc. Et je pense aussi que plus les jeunes filles se voient dans les médias, s'entendent, même quand on cherche des experts, voilà, et ben on peut essayer de solliciter des expertes. Et c'est très important aussi pour la société dans son ensemble, pas seulement pour les jeunes femmes qui veulent être journalistes, mais pour toutes les jeunes femmes, de se dire on constitue la moitié de l'humanité, si ce n'est plus. Sur le continent africain, c'est la même chose. Dans les médias, on se voit en tant que femmes qui nous exprimons, qui avons des points de vue, qui pouvons aussi expliquer et décrypter des situations. Je pense que c'est très important. Kossi, ton micro est fermé. Mon micro est vraiment fermé. Charlotte, à vous la parole. Alors, je dirais déjà merci pour l'invitation au panel de ce jour. Grâce au journalisme, on peut avoir accès à tous les sphères de pouvoir et très facilement. Je dirais aux femmes de savoir ce pourquoi elles sont là, de garder leur authenticité comme marque. Et je terminerai peut-être avec une citation d'Oprah Winfrey qui dit que l'excellence soit votre marque et lorsque vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. Faire le bon choix, même si personne ne sait que vous faites ce qu'il faut, vous apportera toujours la bonne chose. Et c'est sur cette citation que j'aimerais inviter toutes les femmes qui sont déjà dans le journalisme ou qui envisagent entrer dans le journalisme, de savoir que ce n'est pas le seul métier qui existe au monde et si elles ont vraiment envie d'y être, elles doivent pouvoir travailler pour être compétentes et s'afficher. Merci, Kossi. Merci, Charlotte. Yada Omia. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Alors, premièrement, d'abord, je vais commencer par m'excuser par bord et peut-être je y ai passé à côté de certaines choses, mais donc comprenez si je me répète. Bon, tout ce que je peux dire aux femmes, aux jeunes filles comme moi, qui sont dans ce métier, qui aspirent à devenir journalistes, communicologues et tout ce qui va dans ce sens, de compter d'abord sur elles-mêmes. Parce que personnellement, ce qui m'a aidé dans ce métier, c'est de compter d'abord sur mes capacités, mes compétences et non sur ma féminité. Parce que quand tu es une femme journaliste et que tu comptes premièrement sur tes compétences, sur ta personnalité et non sur ton apparence physique, ta beauté, tout ce que tu peux apporter physiquement, là, facilement, tu connais tes objectifs, tu définis bien tes objectifs et là, ce sera un peu plus facile de faire face aux différents obstacles que tu peux rencontrer dans ton parcours en tant que femme journaliste. Donc, aux jeunes filles, aux jeunes femmes journalistes, c'est tout ce que je peux dire et soyez sûrs que c'est le plus beau métier du monde. Il suffit juste d'être concentré, de savoir ce qu'on veut vraiment et de savoir où on va. Le journalisme, c'est le plus beau métier au monde. C'est un autre métier. Merci pour cette phrase, Eliada. Ayat,
on a envie de t'écouter. Voilà. Madame Ayat Abdou, la connexion fait toujours défaut. En attendant le retour d'Ayat, Sephora. Nous avons encore Sephora, Ayat et Salmon. Oui. Oui, voilà. Une dernière chose à ajouter Oui. avant de clore ce webinaire. Oui. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui a la parole ou c'est moi? Non, c'est toi, Oui, c'est ce que Sephora. je me Après, demande. Sephora, allez-y et puis après, voilà, Ok. Ayat prend la parole. D'accord, merci vraiment à toutes ces braves femmes, à toutes ces belles dames journalistes. J'ai bien écouté, j'ai pris plaisir à vous écouter. Moi, ce que je veux dire pour finir, je veux dire que les droits des femmes, on ne finira pas d'en réclamer. On réclame toujours des droits, on réclame toujours des droits. La seule chose à faire, c'est de bien faire son travail, de faire son travail de la plus belle des manières, de faire son travail professionnellement. Et c'est le travail qui va nous déterminer, qui va déterminer notre futur. C'est par notre travail qu'on arrivera peut-être à nous confier des postes de responsabilité. C'est par notre travail qu'on sera peut-être ministre de la Communication demain. C'est par notre travail qu'on sera peut-être représentant de l'ONU, représentant de ONU Femmes, représentant d'une institution internationale demain. C'est par le travail, rien que le travail. Merci à toutes. Et à Merci, tous. Sephora, qui ne jure que par le travail. Ayat. Alors, c'était très intéressant, malgré qu'il y ait une très mauvaise connexion. Donc, moi, je voudrais revenir sur ce combat que nous menions tous et dire que ça ne sera pas pour aujourd'hui, hein. Ce ne sera pas pour le combat d'une seule journée, ni pour demain. On a encore des années devant nous qu'il faudra encore et encore et encore se battre pour pouvoir avoir nos droits, pour pouvoir les prendre, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas nous les offrir sur un plateau. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que le seul moyen sur lequel on doit arriver à notre fin, c'est juste la compétence et le travail. Il n'y a pas de magie, on aura beau crier, on aura beau le clamer fort, mais si on n'a pas les compétences nécessaires, ni on n'a pas l'envie, ni la passion qu'il faut pour faire ce travail, ça n'ira pas. Donc, je pense vraiment que le moyen le plus sûr d'y arriver, mais vraiment le plus certain, rien d'autre que la compétence et le travail. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Ayat, pour avoir insisté encore une fois sur le travail. Je retiens 2 pour le travail. Salman Amador. Mais vous, avant d'ajouter votre mot, je vous pose également cette question de savoir, quand on parle d'illégalité, des violences, des harcèlements envers les femmes, à qui la faute en fait? À qui imputer cette faute? La faute aux deux parties. La faute aux deux parties parce que de mon expérience de stagiaire, j'ai vu mes consoeurs, mes sœurs, elles-mêmes proposer ce genre de service pour pouvoir évoluer. Comme dans un autre contexte, j'ai aussi vu des hommes devenir des loups pour des femmes. Je pense à des deux côtés. Chacun de nous offre ce qu'il a de meilleur. Pour certaines, c'est ces services-là. Pour d'autres, c'est la confiance. Les responsabilités sont partagées. Les hommes aussi sont harcelés. Hein. Ce n'est pas sont harcelés par des stagiaires, par des journalistes femmes pour évoluer au sein des rédactions. Donc, je dirais des deux côtés. Maintenant, s'il faut dire un dernier mot, ça sera... Pardon? Non, continuez, allez-y. Donc, s'il faut dire un dernier mot, ce sera premièrement, merci Kossi de cette opportunité. Je présente mes excuses encore une fois pour mon part. Et je pense qu'il faut organiser plus souvent, pas seulement en mars, ce genre de thématique mensuelle
pour que ça devienne un rendez-vous pour toutes nos petites sœurs et toutes nos consoeurs à travers l'Afrique et que nous ayons un suivi, je ne sais pas, toutes les années. Merci encore pour l'opportunité que vous avez. À bientôt. À bientôt. Annie vient d'envoyer un message dans la boîte de discussion. Les hommes journalistes ne sont pas nos adversaires, ce sont nos collègues. Là, en 2021, quand nous avons organisé cette session, il y a une journaliste qui a dit ceci: Balao, pourquoi tu es là qu'aussi? On aurait aimé que ce soit une femme, mais on voit devant nous un homme qui présente cette émission, cette conférence. Ce n'est pas bien. Alors moi, je dois de m'excuser. Et ça a fait plaisir, en fait, de partager ces connaissances, de discuter, en fait, même quand on parle des femmes, de notre métier de journaliste avant tout, de la condition, des conditions dans lesquelles nous exerçons, les difficultés que nous rencontrons, que ce soit hommes ou femmes. Et pour ces conseils que vous avez partagés, ces connaissances, je vous dis sincèrement merci. Nous avons excédé 1 heure, on a commencé à 13 h, là il est bientôt 14h30, ça fait 1h30. Je n'ai même pas vu passer l'heure. Les échanges étaient tellement intéressants. Je pense que tous ceux qui nous ont suivis ont beaucoup appris, tout comme moi. On se donne encore rendez-vous dans 1 mois ou dans 2 mois pour en parler, pour faire en fait de la condition des femmes journalistes, non pas un événement qui se répète d'année en année, mais qui soit un peu plus fréquent, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse corriger en fait les lacunes. Et ça fait plaisir en fait de discuter, de partager des expériences des pays différents, des pays francophones. Comme moi j'ai écouté par exemple aujourd'hui Annie, je me suis dit, bah tiens, les lignes bougent à Madagascar. Je ne savais pas qu'à Madagascar, il y avait autant de femmes journalistes qui occupent des postes à responsabilité, qui sont autant solidaires. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ces sessions sont intéressantes, pour pouvoir apprendre l'une de l'autre, des expériences de travail, comment on arrive à surmonter ces difficultés. Merci encore une fois et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre session. Nous parlerons de la guerre en Ukraine, mais beaucoup plus sur comment décortiquer les faits en utilisant les techniques d'OSINT. En fait, je pense que c'est plusieurs des journalistes d'investigation en savent beaucoup plus, mais utiliser les techniques d'open source ne sont pas des compétences que forcément tous les journalistes ont. Et nous avons pensé organiser une session qui puisse aider les journalistes à pouvoir faire recours à ces techniques pour mieux améliorer leur reportage. Merci encore à vous, Delphine, Charlotte, Anis, Salman, Sephora, Ayat. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi que vous soyez. Annie, bonne fête à vous, même si vous ne nous avez pas invités. Au revoir.